Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un esprit sain dans un corps sain, le podcast qui parle du passé et des actualités du body horror au cinéma et de ce qu'il y a à venir évidemment. Mais justement, quand on parle de ce qu'il y a à venir et des actualités aussi, mais finalement de ce qui sera peut-être le futur horrifique, c'est avec un premier film qui est sorti cette année, oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film qui est tout à fait récent, un petit peu peut-être en décalé par rapport à sa sortie au cinéma, notamment, et là on va vraiment le rappeler encore une fois, pour pouvoir spoiler aussi dans le film, parce que c'est vrai que ça nous semblait un petit peu compliqué de parler de certains éléments du film sans spoiler. Si vous n'avez pas vu Together, du coup, de Michael Shanks, allez-y, parce qu'on vous le conseille, il est vraiment exceptionnel. Et je me rends compte que j'arrive déjà dans le lard du sujet sans même t'avoir dit bonjour Fanny. On perd les vieilles habitudes. Salut tout le monde, salut Raphaël. On vous fait un peu ce petit épisode d'octobre pour justement vous parler un petit peu d'une des sensations horrifiques de l'année, de l'été, qui a été quand même un été assez riche en sorties horrifiques. Ça, on pourra vous en discuter plus tard dans le cadre d'un autre épisode qui arrivera très bientôt. On fera un peu notre best-of de l'année, notre top flop, mais ça, ce n'est pas encore le cas, puisque nous avons parlé du coup de Together, qui est donc le premier film de Michael Shanks, qui à ne pas confondre avec son homonyme acteur dans Star Trek. C'est assez marrant, parce que quand on cherche des trucs, on trouve plutôt des trucs sur l'acteur plutôt que sur le réalisateur. C'est normal, parce que c'est un premier film, dont le distributeur d'ailleurs est Néon, qui cherche un petit peu à être le concurrent, on pourrait dire, de A24 en termes un petit peu d'une forme d'horreur un peu plus contemplative, un peu plus, enfin voilà, l'esprit A24. Et d'ailleurs, je peux te dire du coup, parce que j'ai appris que son premier scénario qui n'a jamais été pour l'instant filmé, qui s'appelle je crois Room, je sais plus, mais c'est Hôtel, ouais, c'est 4 fois Hôtel, va être justement produit par A24 en fait, voilà, donc c'est pour ça c'est marrant, voilà, que après être passé par Néon pour la distribution, il passe chez A24. Et donc, ça raconte l'histoire de Tim et Minnie, qui est un couple joué par Dave Franco et Alison Brie, qui sont également en couple dans la vraie vie, c'est assez rigolo, depuis très longtemps d'ailleurs, presque aussi longtemps je crois que le couple dans le film, et qui emménagent ensemble, loin de leur repère de base, parce qu'en fait c'est précisément Tim qui suit Minnie, qui a trouvé un poste d'enseignante dans une petite ville de campagne, et lui qui est musicien, ça dérange pas parce qu'en soi il peut travailler de chez lui, mais il se prive un petit peu essentiellement d'opportunités, voilà, de carrière en étant dans la grande ville comme où ils étaient avant. Pour commencer un petit peu prendre des nouvelles habitudes, sachant que c'est pas forcément évident, on sent vraiment que la communication entre eux n'est pas forcément toujours évidente, on le sent par des non-dits, par du passif agressif, et bien ils décident d'aller en randonnée ensemble, voilà, et à un moment donc il pleut, ils se retrouvent dans une caverne, dorment dans la caverne le temps que la gamine arrive. En sortant de cette caverne, ils se sentent différents déjà, et ils se mettent à être attirés l'une par l'autre physiquement. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils doivent être ensemble, together. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fanny, du coup, de cette sensation horrifique de l'été ? Eh bien, je tiens juste à préciser qu'il me semble que c'est le premier film dont on parle et qu'on a l'expérience, qu'on a l'occasion de voir. Alors non, La Mouche, c'était le premier en l'occurrence. Donc c'est un film que j'ai découvert et que tu as découvert en salle de cinéma, un film de body horror découvert en salle de cinéma et dont on parle aujourd'hui en podcast, donc c'est un peu la nouveauté comme tu l'as signalé dès l'introduction, et qui s'inscrit dans au moins un trio horrifique de l'été 2025, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Eh bien moi j'ai beaucoup aimé. En y repensant, je ne sais pas si j'ai adoré. C'est un film auquel on ressonge, auquel on repense assez facilement, un film qui m'est malgré tout bien resté, dont j'ai vraiment beaucoup de scènes marquantes en tête. Je sais pas pourquoi là le terme qui me vient, c'est un film assez simple, qui se lit extrêmement bien, qui se suit extrêmement bien. J'aurais peut-être juste une chose à ajouter dans ton résumé qui est somme toute très efficace, parce que les deux personnages se retrouvent dans la fameuse caverne. Intéressant parce que caverne, là ça m'évoque Platon dont on aura l'occasion de rediscuter juste après par rapport à la thématique du film. Quand ils se retrouvent dans cette caverne, ils y tombent en fait, je crois que c'est au début un accident, et par ailleurs ils se mettent à boire
aussi l'eau de la caverne. Avant, donc on comprend que cette caverne, c'est le premier enjeu fantastique, c'est le premier topos fantastique, en tout cas qu'elle va modifier les personnages et qu'elle va être déterminante dans leur avenir complètement. Mais c'est plus exactement l'eau de cette caverne qu'ils se mettent à boire parce que ils n'ont pas de vivre et ils doivent y passer au moins la soirée, la nuit, comme tu l'as très bien rappelé, pour ensuite rentrer une fois que la pluie et l'orage aura cessé. Donc, mis à part ce petit détail qui n'est pas hyper important par ailleurs, non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'en attendais pas mal, je dois dire. J'avais vu très peu d'images, je voulais absolument pas être spoilée. Aussi parce qu'on est dans un film de body horror. J'avais envie d'avoir cette sensation body horror, de découvrir les images horrifiques pour la première fois à l'écran. Donc je faisais en sorte de m'éviter la plupart des bandes annonces, d'images du film. D'ailleurs, je trouve que l'affiche du film est extrêmement bien choisie, très parlante, très sobre, là encore, très belle. Et aussi parce que ça s'inscrit dans un type d'histoire que j'aime bien. C'est plutôt un drame, par ailleurs, ça on pourra peut-être, on en reparlera bien sûr. Donc c'est un drame amoureux, c'est un film qui parle de l'amour, et non pas de l'amour à ses balbutiements, mais de l'amour quand il est bien installé dans un couple de trentenaires, petit bourgeois, on va dire, du moins pour Millie. Le statut de son compagnon est un peu différent. Mais voilà, comment vit l'amour, comment évolue l'amour après 7 ans, il me semble que ça fait 7 ans, entre 7 et 10 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, 10 ans. C'est dommage que ce soit pas 7, sinon j'aurais dit après 7 ans de réflexion. C'est des thématiques qui, je pense, nous parlent quasiment à toutes et à tous, qui nous intéressent plus ou moins, mais du coup qui viennent résonner avec des expériences, avec des angoisses. C'est vraiment un film sur l'angoisse de l'amour, que ce soit l'angoisse de la séparation comme de l'angoisse de la fusion par ailleurs. Et l'angoisse de la dépendance ou de la codépendance amoureuse. Et le film le manie très très bien, que ce soit, je trouve, du point de vue de son aspect drame, en parlant de genre, puisque c'est grâce à Jumpscare par ailleurs que je salue ici, je reconnais que le film est avant tout un drame, et c'est pas grave du tout, mais que ce soit du point de vue du drame, le film aborde très bien ces questions, et les développe, les poursuit, les a très très bien aussi du point de vue du body horror. Je sais pas si je suis claire, en tout cas, les deux genres qui cohabitent, qui coexistent dans le film. Et puis de toute façon, je sais pas s'il existe des films 100% body horror et puis on s'en fout. Mais ces deux genres parlent extrêmement bien des thématiques. Je n'ai pas oublié de préciser, mais c'est vrai que c'est effectivement, on sent qu'il y a un côté très personnel qui peut parler à chacune, parce que c'est inspiré de la relation qui est d'ailleurs toujours en cours du cinéaste avec sa compagne. Là, ça fait je sais plus, 14 ans, ils vont attendre un enfant. Bref, peut-être on aura un prochain film sur l'horreur d'attendre un enfant. Peut-être ce sera le Eraserhead 2.0. Mais voilà. Donc oui, il y a un côté effectivement qui est très personnel, autobiographique. C'est ce qui explique clairement. On sent, de toute façon, comme tu dis, il y a une espèce. Le truc très intéressant, c'est de l'anxiété à être séparé, en même temps aussi du côté un peu asphyxiant, à être trop ensemble. Et visiblement, on sent qu'il l'a vécu dans sa chasse, que genre en interview, je sais pas comment dire, il transparaît une forme d'anxiété. Et justement, c'est intéressant aussi par rapport aux enjeux du film, c'est que ce qui m'a marqué, un truc un peu presque ironique, c'est que ils sont condamnés finalement par cette malédiction un peu à être ensemble, avec ce danger justement de fusionner viscéralement, mais pour s'assurer leur unicité et pour pouvoir s'aider, ils doivent rester séparément, mais en même temps ils doivent être ensemble pour pouvoir s'aider ensemble à sortir de ce problème-là. Donc t'as un peu ce truc où on sent qu'ils essayent de genre s'aider et d'avoir à communiquer franchement, alors que c'est aussi ça qui amène à cette fusion-là, quoi. Et ce problème de la fusion, ce moment où ils sont magnétiquement attirés irrémédiablement, je vais y arriver, c'est pas facile comme adverbe, l'un par l'autre. D'ailleurs, quand on parle d'attirance, tout à l'heure, tu t'employais ce terme-là, et c'est à la fois physique et sexuel, et ça, c'est abordé. Et en fait, ça l'est dépassé d'un point de vue fantastique, parce que c'est leur corps, leur chair, qui se retrouvent attirés l'une vers l'autre magnétiquement et qui tentent à fusionner. Et ce problème de la fusion se pose à un moment où le couple bat de l'aile, mais on n'est pas dans une crise, absolue. Là où on se dit le couple risque de se fendre, de rompre, mais ils sont dans un moment de questionnement sur leur relation, où on sent que Millie a envie d'un rapprochement, tente à renforcer ce couple, et là où son amoureux, Tim, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tim, lui, aspire à davantage d'indépendance, quoi que ça puisse dire, notamment du point de vue de son statut de musicien.
Ça, c'est intéressant aussi dans le couple, c'est-à-dire qu'on sent que c'est Millie qui assure globalement la survie du foyer économiquement, et pas que. Aussi pour permettre à Tim de vivre de sa passion, le temps que ses activités musicales, musiciennes, puissent lui permettre de mieux subvenir à leurs besoins. Et lui se demande si son choix de s'installer avec Millie dans cette maison de campagne, donc loin de la ville, loin de la communauté de leurs amis, à travers laquelle ils s'étaient quand même vachement construits tous les deux, n'est pas périlleux pour son avenir en tant que musicien et pour lui seul. Donc, il y a là un enjeu, un truc où peut-être que leurs désirs ne sont pas tout à fait au diapason. Et ça pourrait mener à la rupture, on le sent. Et par ailleurs, ça se pose pas de façon directe et ça ne se pose pas de façon, comme tu le disais, ça se traduit pas, non, tu l'as pas encore dit tout à l'heure quand on discutait un peu en amont. Ça ne se traduit pas par des disputes éclatantes ou de grands débats sur l'indépendance. C'est beaucoup mieux amené que ça, sur des petites tensions, des questionnements du quotidien. Mais voilà, on sent qu'il y a un moment, un truc de vacillement, un vacillement entre eux. Et c'est là qu'arrive cet événement autour de la caverne dont on a parlé et qui va amener progressivement à cette fusion, en tout cas ce magnétisme de leur corps qui va les rapprocher au départ, a priori malgré leur volonté à l'un et à l'autre. Même si je trouve d'ailleurs qu'on ne sait pas forcément au début, enfin en tout cas on comprend que c'est lié à un truc peur que, mais en même temps on se dit est-ce qu'en même temps c'est pas un peu aussi leur désert profond, c'est-à-dire il y a un peu ce truc où notamment tu sens que il est un peu stressé, notamment parce que en gros il y a une opportunité à un moment, Tim, c'est de partir, d'aller en répétition pour une future tournée avec des amis à lui. Il pourrait travailler de sa passion. Maintenant, ça voudrait dire partir longtemps. Et on sent, même si au début qu'il a très envie, mais qu'il n'est pas complètement à l'aise avec ça, qu'il y a toujours justement il y a cette forme de dépendance en fait. Il y a une espèce de d'oxymore en mode il a envie de partir et en même temps il est un peu coincé là parce qu'il se sent inévitablement bien mais de façon un petit peu toxique avec sa compagne. Et d'ailleurs c'est drôle parce que ça m'a fait rire quand en fait t'as dit que ça se traduit aussi sexuellement. Ça me fait penser à un peu la scène dont tout le monde a parlé. Je vois son regard donc tu te rappelles. C'est sans trop décrire mais en gros c'est une scène où ils se retrouvent littéralement coincés pendant qu'ils font l'amour. Donc c'est un peu drôle mais en même temps je trouve que c'est un vrai truc par rapport au film. C'est en même temps ça ils sont ils sont bien ensemble mais en même temps ils sont un peu coincés l'un avec l'autre. Il y a un peu cette espèce d'ambivalence là après qui est très intéressante, qui est traitée de façon très juste par le drame et même plus finalement par les dialogues, par le très très bon jeu d'actrices des deux qui sont très investis dans le film, qui également je crois sont productrices. Voilà, pour Body Horror, c'est un petit peu ce qui avait un peu déçu les amateurs de cinéma d'horreur, c'était que oui, c'est un petit peu timide. C'est-à-dire que, genre notamment, on nous promet, notamment dans la bande-annonce, y compris dans le film, à un moment, leur bras commence à fusionner, il prend une scie électrique et voilà, on ne voit pas en fait le moment où il se découpe. Ce qui finalement, c'est plus un film presque sur la fusion. Justement, on voit plus les moments de fusion que les moments de séparation. Et je pense que c'est pas anodin par rapport à spoiler encore plus, la fin du film. Parce que la fin du film, c'est... Alors, on peut effectivement peut-être passer rapidement par en fait l'idée que la malédiction, c'est lié en fait au fait qu'il y avait une secte qui officiait dans la caverne. Donc du coup que finalement la mystique de cette secte, qui était la secte du dieu Janus, du coup qui est non c'est ça, c'est Janus hein. Qui fait complètement référence au mythe des androgynes de Platon. Donc on comprend aussi qu'il y a un de leurs voisins, qui lui-même était quelqu'un qui avait fusionné avec son amant, et en fait justement il est fusionné lors de leur mariage. C'est ça en fait dans cette secte. D'ailleurs je m'avais juste pensé, donc du coup c'est intéressant parce que c'est un couple homosexuel. Je vais parler un peu de choses, mais problème par rapport à l'IA, c'est que pour la sortie du film en Chine, avec l'IA ils ont fait en sorte que en fait les scènes où on voit un personnage là et son mari, en fait ce soit un homme et une femme. Voilà, grâce entre guillemets à l'IA. Donc c'est terrible, mais voilà, je tenais à préciser ici parce que ça s'inscrit dans les problématiques de notre époque, ce film, au final encore plus que ce qu'on ne peut penser de base. Donc ils se rendent compte de ça, qui a un peu une espèce de fatalité en fait, c'est un peu une malédiction. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on fait, et au final en fait c'est là où en fait ils arrivent à finalement à un petit peu se dire les choses qu'ils avaient du mal à se dire avant, se dire qu'ils s'aiment et tout, et en fait finalement à accepter les défauts de l'autre. Cette fusion qui au départ a été imposée devient un peu volontaire. Au final ils se disent allez, c'est notre moment, et justement ils se fusionnent, même d'ailleurs sur la musique sur laquelle ils se sont rencontrés. Ouais, c'est un petit peu une espèce de truc d'amour un petit peu presque idyllique et tout.
Sur les Spice Girls, complètement, c'est ça, sur les Spice Girls. Et à la fin, il y a les parents, je crois, oui, d'elle, qui, parce que je crois que lui a pas eu ses parents, il y a une histoire comme ça aussi. Et en fait, c'est cette nouvelle personne qui ouvre la porte, et voilà. C'est intéressant aussi de constater qu'au final, c'est presque un film sur la fusion et sur finalement qu'est-ce qu'on est prêt à outrepasser de soi-même, de son unicité pour être bien avec quelqu'un. Donc voilà, il y a un aspect un peu dérangeant, et justement d'ailleurs c'est ce qu'il disait Michael Shanks en interview, c'est qu'il y a des gens qui vont le voir à la fin du film en mode vraiment ce film a sauvé mon couple, merci, parce que ça va pas bien de poser des mots et tout sur ce qu'on disait, et il y a des gens qui sont en mode mais c'était horrible parce que je suis obligé. Oui, il disait vraiment que en fait qu'il y avait des gens qui s'étaient limite au bord de la rupture après parce qu'en fait ça avait révélé des trucs sur eux. Donc c'est intéressant de voir que c'est un film qui au final parle à énormément de gens, peut-être plus finalement par les aspects thématiques, genre justement globalement du film, peut-être plus que par l'aspect horreur, même si les deux sont reliés. Encore une fois, comme tu disais, il n'y a pas de film 100% body horror, et qu'est-ce que c'est, de toute façon on s'en fout. Le plus important c'est que ce soit un bon film, et c'est le cas. Voilà, il y a quelques petites réserves qu'on a eues, mais franchement c'est quand même un film qui est vraiment à voir. C'est surtout un excellent premier film, ça faut dire, c'est un premier film quand même, c'est ouf d'arriver à un niveau quand même de maîtrise comme ça, un premier film. C'est un des meilleurs films de l'année, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs pour sûr. Et je sais du coup que tu voulais rebondir sur le mythe des androgynes de Platon. Alors en fait il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. De toute façon on fait que ça dans ce podcast, rebondir. Est-ce qu'on a bien choisi notre nom de podcast? Un esprit sain dans un rebondissement sans n'importe quoi. Je suis fatiguée. Donc ouais, peut-être pour revenir sur cet ancrage mythologique qui est très intéressant et qui est revisité. De toute façon, c'est le propre d'un mythe, d'être revisité, réécrit, d'infuser quelle que soit l'œuvre, quelle que soit l'époque, réinterprété. Donc c'est un mythe qu'on trouve chez Platon et qui est relaté à travers le personnage d'Aristophane dans le banquet. À travers ce personnage d'Aristophane, donc qui est convié à un banquet, et le sujet de ce banquet, entre autres choses, il me semble, c'est l'amour. Son origine, son expression, sa manifestation, bref, plein de choses. Et donc, le mythe des androgynes permet de parler de l'amour. Pourquoi ? Parce que on revient toujours au commencement, à travers ce mythe, et au commencement, selon Aristophane, il y avait 3 types d'êtres. Les hommes, les femmes et les androgynes. Androgyne, c'est une contraction, c'est une rencontre entre 2 termes grecs, andros, l'homme, et gouné, la femme. Donc androgyne, la fusion des 2 termes, qui donne voilà, le mélange entre ces 2 genres. Et les androgynes avaient cette particularité d'être des êtres... C'est un peu rigolo si on se les représente, ils ont quelque chose d'un peu grotesque et déjà d'un peu monstrueux, mais d'assez drôle. C'est des sortes de boules à 2 visages, l'un plutôt féminin, l'un plutôt masculin, et avec 4 bras et 4 jambes. Et ces êtres, donc parfaits de par cette forme sphérique, d'accord, eh bien concurrençaient les dieux. En tout cas, les dieux se sentaient menacés par ces êtres si pleins, si entiers, si harmonieux, si heureux d'une certaine façon. Et donc, pour les punir, pour éviter cette concurrence, ils les ont coupés en 2. Ils les ont séparés pour rompre voilà, cette unité, cette union. Et du coup, les androgynes, ensuite, qui se retrouvent soit hommes, soit femmes, et donc séparés, qui rejoignent soit la catégorie des hommes, soit la catégorie des femmes, eh bien, se retrouvent inéluctablement en recherche de leur deuxième moitié. En fait, ils passent leur vie à se chercher, et c'est ce qui expliquerait en fait l'amour. L'amour, en fait, c'est la quête de ce qu'on a gardé d'ailleurs dans la langue française, la quête de sa moitié, qui est d'ailleurs une terminologie, un terme qui est très discutable, comme si l'autre, en fait, était censé nous compléter. Comme si par nature, par essence, dès notre naissance, on naissait incomplet et que on redevenait complet à partir du moment où on avait trouvé son âme sœur. Là aussi, l'idée d'âme sœur, elle rejoint l'idée de moitié. Et le film, Together, pour faire le lien, il aborde complètement cette question-là du point de vue du body horror, et même qu'il va encore plus loin, puisque là, c'est une fusion physique des 2 êtres pour n'en reformer qu'un, alors pas sous une forme sphérique, mais sous une forme, alors monstrueuse ou pas, c'est monstrueux dans le processus, mais c'est vrai que c'est comme ça que se finit le film, où on a le résultat de la fusion entre ces 2 corps. D'ailleurs, ce qui en a gêné certains,
certains spectateurs qui ont pour autant aimé le film, et je crois que c'était le cas d'ailleurs chez Jumpscare ou chez d'autres, certains déploraient le fait qu'on ait le résultat final, donc qui fausse un peu pour le coup l'imaginaire, ou qui nous donne un résultat et qui clôt peut-être un peu le film, là où le fait de ne pas le montrer, ça laisse une porte d'entrée, une rêverie possible. D'aucuns disaient, bah oui, mais peut-être que ça aurait donné lieu à un monstre. Bah justement, oui et non. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste surtout rapidement, surtout qu'en fait, la scène d'intro, en fait, c'était du coup, on voit deux chiens qui ont léché aussi, pareil, l'eau en fait de la caverne qui fusionne et ça donne un truc beaucoup plus monstrueux. Donc ça crée aussi une attente, je sais, chez certaines personnes, disant ah ouais, ça va être peut-être un truc hyper gore, monstrueux, en fait, c'est un truc très propre. Et je pense que ça a un peu aussi, ça a pu décevoir des gens aussi. Mais en fait, ça a du sens de montrer ce. Moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié cette dernière image du film, qui te saisit. Enfin, en tout cas, moi qui m'a saisi, même si on pouvait parfaitement s'y attendre, j'ai quand même eu mon petit degré de surprise et ce petit recul sur mon siège de cinéma, parce que la dernière image du film se ferme, s'arrête sur une sorte de nouveau personnage, pour le coup androgyne comme on l'entend aujourd'hui dans notre langue. Quand on parle de quelqu'un d'androgyne, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques physiques notamment à la fois masculines et féminines. Et là, c'est complètement le cas, donc on fait la boucle par rapport au mythe, où on voit un personnage qui est une sorte de Tim Millie. On n'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou si c'est une femme, parce que c'est ni l'un ni l'autre, c'est la rencontre en un seul corps de nos deux protagonistes initiaux. Et donc c'est un personnage qui est à la fois très troublant, un protagoniste qui est à la fois bizarre et quelque part aussi très beau. Et en un fragment de seconde, c'est assez fort quand même, le film arrive à nous montrer toutes les caractéristiques rassemblées de nos deux actrices et de nos deux personnages, pour le coup bel et bien fusionnées et harmonieux. Ça nous donne une fusion réussie. Et c'est pour ça que je pense que le film a eu raison de nous montrer cette fusion réussie. Pourquoi ? Parce que cette fusion n'est pas nécessairement réussie. Tim et Millie ne sont pas les premières victimes de cette malédiction. Et ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Pour le coup, d'autres couples ont été touchés avant eux, notamment le couple que tu mentionnais avant du voisin, et qui donne aussi une fusion réussie entre deux êtres, pour le coup deux hommes, comme quoi le film est intéressant. C'est pas parce que ça ne touche pas que les couples hétérosexuels, ça touche n'importe quel type de couple. Mais on est face aussi à des couples, que ce soit le couple du chien ou aussi face à un couple qui a disparu dans la même forêt quelques mois auparavant et dont on a une image, un aperçu dans le dernier segment du film. Eh bien eux, on les voit vraiment comme une entité monstrueuse, difforme, animale et souffrante, parce qu'ils ont subi cette malédiction, mais ils l'ont refusée. Ils ne voulaient pas fusionner, ils ont voulu garder leur intégrité, leur unicité, effectivement, et comme c'est une force qui les a dépassés, ils se sont retrouvés à fusionner, mais comme ils ne l'ont pas accepté, eh bien ça a donné un monstre et donc ils sont voués à la souffrance et à une mort certaine. Là où Tim et Millie, à la fin du film, choisissent effectivement de fusionner dans une sorte de ballet, de danse un peu étrange, un peu grotesque aussi, je réemploie le terme, très touchante par ailleurs. Parce que juste avant, en fait, se pose le dilemme de si on ne fusionne pas, en fait, il y a un dilemme qui se pose. Soit on fusionne et on ne devient qu'un, à deux, ou bien on se sépare à jamais, mais qui dit se séparer, ça veut dire se séparer physiquement, parce que si on est trop proche l'un de l'autre, eh bien, on va être attiré, en fait, on ne peut pas vivre. Cette vie telle qu'on la mène, comme telle qu'on la menait avant d'être dans la caverne, elle n'est plus possible. Donc là, c'est un choix radical. Soit on fusionne, soit on se sépare pour toujours. Et ils choisissent, donc, on a spoilé depuis longtemps, de fusionner, et en plus sur les Spice Girls. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un geste pour le coup de Tim vis-à-vis de Millie, parce qu'on comprend que ce sont deux êtres très différents, ne serait-ce qu'à travers leurs attentes au début du film. Millie, elle, aspire a priori à plus de fusion, plus de lien avec son amoureux, là où lui recherche plus d'écart, aspire à plus de liberté. Et ils sont aussi différents ne serait-ce qu'à travers leurs goûts musicaux et culturels. Millie, c'est une fille plus portée sur la pop, pas spécialement attirée par la musique en général, la musique niche, le monde du rock. C'est pas une collectionneuse de vinyle, c'est pas une esthète de la musique, contrairement à son amoureux qui est un artiste. Et donc, effectivement, leurs amis leur disent « Mais qu'est-ce que vous
foutez ensemble, qu'avez-vous de commun? Et ils leur font un des amis de Tim lui fait la remarque, comment est-ce que tu as pu être séduit par Millie? T'imagines que c'est une fille qui kiffe les Spice Girls, alors que toi, t'as quand même des goûts musicaux un peu plus élaborés, et je trouve que c'est très malin, très astucieux et très beau cette fin où ils choisissent, malgré leurs différences, malgré leurs divergences, de s'unir sur ce morceau des Spice Girls, qui rend la fusion tout aussi monstrueuse, mais dans quelque chose d'hyper solaire et de joyeux, qui ouvre sur un avenir et sur un nouvel avenir de ce couple, qui du coup n'en est plus un. Bah, c'est même ça qui est dérangeant, je pense, en fait, qui est très utile dans cette fin, c'est qu'au final, c'est une forme de happy end, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu ce truc qui, à la fois, qui est très dérangeant, de se dire, au final, la malédiction a fonctionné, du coup, leur lutte contre cette dernière a échoué, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'il leur fallait? Enfin, il y a un côté un petit peu comme ça, en fait, qui est intéressant. On se dit, au final, est-ce que c'est pas ça qu'il leur fallait, en disant, vous voyez, là, vous êtes ensemble et vous pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. Et du coup, c'est ça qui, finalement, va créer le moment un petit peu de libération de la parole, et surtout à des moments aussi où ils vont plus finalement s'accepter comme elles sont dans leurs différences. C'est un peu presque doux, amer, perturbant. C'est un petit peu en mode est-ce que ce serait ça l'idéal ou pas? Et en même temps, ça interroge vraiment bien, justement, finalement, c'est quoi l'amour, c'est quoi être en couple. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez réussi dans représenter physiquement ce parti pris-là. C'est pour ça que c'est quand même un bon film de body horror. Non, mais en discutant, et c'est ce à quoi sert entre autres ce podcast, je me rends compte que je sais pas si le film a un postulat, s'il a une idée du couple. Bien sûr qu'elle n'est pas du tout fermée, cette idée, cette représentation du couple, et on fait partie de ceux qui pensent qu'il y a 1000 modèles possibles, et le film ne cherche pas à défendre l'idée qu'il y a un modèle hégémonique que l'on devrait suivre, puisqu'il présente justement ce modèle de la fusion qui, à tout un tas d'égards, a pu être celui qu'on nous a un peu vendu aussi à travers la culture, nos représentations, les romans, le cinéma. C'est un peu celui qu'on a pu rechercher, une des représentations possibles de l'amour, mais il nous le montre sous son versant maléfique. C'est une malédiction. Et c'est la seule voie possible s'ils veulent rester ensemble, Tim et Millie, ou sinon c'est la séparation absolue. Et qui dit fusion dit du coup aliénation, c'est se déposséder de soi. Donc le film est bizarre, et t'as raison de parler de happy end paradoxal, et il laisse un sentiment doux amer, tout à fait, où on se dit, mais le terme qui me paraît important là-dedans, c'est l'aliénation. Donc oui, il peut y avoir complètement de l'aliénation dans l'amour, et dans notre rêve, fantasme de la fusion, parce que ça touche aussi au-delà des représentations et un modèle hégémonique, culturel, bref, ça relève aussi d'une angoisse, et peut-être d'une angoisse profonde. Qui dit fusion dit se déposséder de soi, et là où le film est étrange, c'est que c'est ce qui arrive aux personnages. Quelque part, c'était peut-être le mieux pour eux. Là où, a priori, on aurait attendu autre chose de par leur situation. Donc, leur destin en a fait autrement. Et donc, ils seront together pour à toujours et à jamais. Ça fait très Booba pour toujours et à jamais. Bref, mais du coup, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller voir le film en salle s'il passe encore près de chez vous. Voilà, c'est peut-être un petit peu tard, mais en même temps, c'est la spooky season, donc n'hésitez pas, profitez-en. On vous retrouve du coup dans un mois avec un film qui est un film culte de notre discipline, qui a été réalisé dans les années 80, qui finalement dit beaucoup de choses sur le fait que nous vivons dans une société. Voilà, je n'en dis pas plus. On a revisité nos classiques. C'est exactement ça, voilà. C'est vrai que là, on a fait un film plus récent, maintenant on va faire un classique. Donc voilà, n'hésitez pas à rester branchés, à nous suivre du coup sur les réseaux et à vous abonner sur YouTube, notamment pour que vous puissiez avoir nos dernières actualités. Bonne soirée, bonne journée, à très vite, et surtout n'oubliez pas... Faites du body horror, votre hobby d'horreur.
Bisous et à très vite.